Bonjour Roland Schwedzoff. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, psychanalyste et superviseur. Vous intervenez comme superviseur auprès des professionnels de santé, des équipes soignantes, à l'hôpital, en PMI et en médecine de ville, mais également auprès des travailleurs sociaux pour la protection de l'enfance. Aujourd'hui, vous accompagnez près de 200 professionnels en analyse de la pratique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste l'analyse de la pratique professionnelle? Alors, peut-être commencer par dire ce que n'est pas l'analyse de la pratique professionnelle, qu'on appelle plus communément l'APP. Alors l'APP, ce n'est pas un staff technique, hein, c'est ni non plus une revue de morbimortalité, c'est ni un comité de retour d'expérience, hein, ce qu'on appelle des CREX ou des RETEX. L'APP, c'est, pour le dire simplement, un dispositif particulier qui s'organise comme un espace-temps. Alors un espace-temps, tout d'abord l'espace, la notion de lieu. L'APP, c'est un lieu où tout ce qui se dit en APP reste en APP. Un petit peu comme une ambassade étrangère, une zone d'extraterritorialité. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une confiance dans le dispositif de la part de l'équipe d'encadrement et de la part de la direction. Hein, puisqu'en fait, on est à huis clos, on est entre nous, au sein même de l'institution. Donc confiance dans le dispositif, mais aussi confiance dans le superviseur. Et pour ça, cet espace doit respecter plusieurs points, notamment le premier, peut-être le plus important, c'est la confidentialité des situations cliniques qu'on amène, mais aussi le respect du secret professionnel, premier point. Deuxième point, une neutralité bienveillante du groupe, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger le professionnel qui apporte une situation clinique pour laquelle il est en difficulté. Et troisième point, la constitution du groupe. C'est-à-dire qu'un groupe, c'est pas quelque chose d'inné, hein, c'est pas parce qu'on se met autour d'une table qu'on fait groupe, ça se construit, ça prend du temps. Et donc il faut qu'il y ait une régularité des participants pour que, en fait, la confiance s'installe dans le groupe. Très bien. Vous parliez d'un espace-temps, vous venez de parler de l'espace, reste du coup la temporalité. De quelle temporalité s'agit-il exactement? C'est plutôt sur la durée d'une séance ou une autre temporalité? Alors c'est une très bonne question, les deux. Alors il y a effectivement la durée, hein, le temps chronos. Alors il y a la durée et puis la rythmicité, hein, à quel rythme ça se passe. Alors le plus souvent, notamment dans le travail social, c'est une demi-journée, c'est-à-dire 3 heures. C'est-à-dire qu'on se prend cette demi-journée et on sait qu'on fait que ça. Donc on déroule le plus souvent 2 situations cliniques, hein, en 2 fois 1 heure et demie, et c'est ce qui se passe le plus souvent. Mais de plus en plus, pour des raisons pratiques, on fait des durées d'1 heure 30. Donc on va dérouler qu'une seule situation clinique, et c'est très bien aussi. Au niveau du rythme, les séances d'APP se passent environ toutes les 4 à 6 semaines. Donc ça fait entre 8 et 10 par an, pour ce qui est du rythme. Maintenant, ça c'est le temps chronos. Il y a un autre temps, une autre temporalité, et vous avez raison de le souligner, c'est celle qui est au fondement même de l'analyse de la pratique. C'est ce qu'on appelle l'après-coup. L'après-coup, c'est une théorie d'André Green, qui est un psychanalyste, et qui dit la chose suivante. Il y a un temps où ça se passe et un temps où ça se signifie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je la refais. Il y a un temps où ça se passe et un temps où ça se signifie. Alors, pour expliquer cette théorie de l'après-coup, je vais prendre la métaphore du lièvre. Imaginez un lièvre sur une montagne enneigée, donc il a son pelage blanc, il a mis sa tenue de camouflage, et tout à coup, il sent un danger, c'est-à-dire qu'un rapace lui tourne autour, au-dessus de la tête. Et là, le lièvre, il va déployer des mécanismes de défense très archaïques, qui en fait sont ceux du chasseur-cueilleur, hein, chez l'humain, hein, dans d'autres temps, qui fait qu'il a 3 secondes pour soit partir, chercher un terrier, se cacher, soit, si le terrier est trop loin, parce que le danger est trop près, ne plus bouger. C'est-à-dire qu'il va miser sur sa tenue de camouflage, il est blanc sur blanc, et il va espérer que le rapace ne le voit pas. Ça, c'est vraiment le mécanisme de défense de survie, très archaïque, hein, qui va chercher l'amygdale du cerveau, et dans ces moments-là, on ne pense pas. Le soignant ou le travailleur social, c'est pareil. Quand il est face à un risque de décès d'un patient, à de la pulsion de mort, à la destructivité, à de l'inceste en protection d'enfance, à de la violence sur enfant ou de la violence conjugale,
eh bien, le soignant ou le travailleur social va aussi se mettre en mode survie, mode de défense archaïque, et il ne va pas penser. Ça, c'est le temps où ça se passe, c'est le premier temps. Sauf que le soignant, c'est un être humain, c'est un être de langage. Et le soignant, s'il ne pense pas ce qui s'est passé, là où il a eu peur, là où c'était violent, face au réel qui cogne, le réel, ça cogne, en fait, on en prend plein la figure, eh bien, ça va tourner dans sa tête, ça va tourner en rond, il va le ramener chez lui le soir, le week-end, les vacances, ça va lui mettre un genou à terre peut-être, il va s'arrêter, et ça va faire symptôme, et voire même psychotrauma. Parce que les mécanismes de défense ont été pénétrés, et ce n'est pas digéré, ce n'est pas métabolisé, ce n'est pas refoulé. Et donc, il faut qu'il y ait un deuxième temps, c'est ça l'après-coup, c'est le temps où ça se signifie, où ça fait signe, c'est-à-dire que ça fait sens. Voyez. Et ce temps, c'est le temps de l'analyse de la pratique. Alors, pour le dire autrement, ce temps de l'analyse de la pratique ou de la supervision, on va dire aujourd'hui que c'est à peu près pareil, c'est ce que Wilfried Bion a théorisé dans la fonction alpha maternelle. Alors, la fonction alpha maternelle de la mère, en fait, c'est celle qui est du nourrisson qui vient de naître et qui dort tranquillement dans son lit, et puis tout à coup qui a mal au ventre, qui a une colique, et qui se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre, mais je vais mourir». Angoisse de mort. Il pleure, sa mère est dans la cuisine, il n'entend pas, il dit: «Oh mais en plus je vais mourir, mais on m'abandonne», angoisse d'abandon. Et ça, ces éléments pulsionnels bruts, ce qu'on appelle des éléments bêta dans notre jargon, ces éléments bruts, eh bien, il les envoie en pleurant, en espérant que sa mère arrive. Sa mère arrive, elle le voit. Si elle panique, évidemment qu'elle ne va pas le rassurer. Et là, ça va lui renvoyer de l'angoisse. Ces éléments bruts ne sont pas digérés, ils sont toujours là. Donc il est encore plus anxieux. Si elle arrive et qu'elle lui parle gentiment: «Mon bébé, qu'est-ce qui se passe?» Elle lui fait des bisous sur le ventre, sur un petit peu, elle le prend dans ses bras, elle le porte, elle le supporte, elle le contient. C'est la fonction fonction phorique de Winnicott. Elle le porte et elle le rassure en même temps. Eh bien, avec son psychisme, qu'on appelle la fonction alpha de la mère, elle va transformer les éléments bruts en éléments alpha, des éléments digérés, métabolisés, symbolisés, qui vont rassurer l'enfant, et l'enfant va s'endormir. Donc l'APP, c'est pareil, c'est une fonction alpha, c'est-à-dire que le groupe est ce psychisme groupal qui va digérer les éléments bruts, les métaboliser, les symboliser, les penser, pour les renvoyer ensuite aux soignants ou aux travailleurs sociaux pour qu'ils repartent un peu plus allégés et faire en sorte que le monde devienne un peu plus habitable. Une séance d'APP en pratique, comment ça se passe? Alors en pratique, la base, c'est de partir de la clinique, d'une situation clinique. C'est-à-dire qu'il y a un professionnel qui amène une situation qu'il a vécue, encore une fois, qu'il a peut-être mal vécue, qui lui a peut-être mis un genou à terre, qu'il a emporté chez lui le soir, qui tourne en boucle en fait, qui ressemble un peu à une plainte. La plainte, ça tourne en rond, en quelque sorte. Et on part de cette situation. Donc ça, c'est la première étape, une étape très individuelle où le professionnel expose la situation, la vomit presque des fois parce qu'elle est restée coincée. Donc il la vomit, il la dépose. Deuxième étape, alors pendant cette première étape, on l'écoute. Le groupe écoute le soignant. On n'intervient pas, personne n'intervient. Puis une fois qu'il a terminé, l'ensemble du groupe va élaborer, comme on dit, autour de cette situation. C'est-à-dire qu'on va chacun exprimer un ressenti, de ce qu'on a senti, ressenti, de ce qui a été dit par rapport à notre expérience ou pas. Et donc c'est ce qu'on appelle la phase d'élaboration groupale. Et enfin, troisième étape, la cerise sur le gâteau en quelque sorte, c'est là que le superviseur peut intervenir, c'est faire ce pas de côté et essayer de penser ce qui s'est joué face au réel, qui a cogné fort le plus souvent. C'est-à-dire, encore une fois, il y a eu des éléments bruts, pulsionnels, qui ne sont pas digérés. On va le penser pour le métaboliser, le symboliser, et, fonction alpha, essayer de le renvoyer au professionnel. Donc, on dépose, on élabore collectivement, et ensuite on y met de la pensée. En ces temps où il manque des soignants et des travailleurs sociaux un petit peu dans toutes les structures, libérer 1h30 à 3h pour une séance d'APP, cela ne risque-t-il pas de déséquilibrer un petit peu les services? Oui, vous avez raison. Mais je pense que l'analyse de la pratique, c'est vital. Vital aussi bien pour les soignants que pour l'institution. C'est-à-dire que pour moi, un soignant ou un travailleur social qui ne vient pas discuter d'une situation en groupe,
hein. Alors ça peut être l'APP, mais ça peut être ailleurs aussi, hein, mais c'est un soignant qui est isolé et qui du coup est en danger. Et de même, c'est vital pour l'institution parce que l'institution doit prendre soin de ses soignants et de ses travailleurs sociaux. Pourquoi? Parce que, notamment quand on est dans une clinique de l'extrême, une clinique aux limites, eh bien, la relation d'aide est très souvent mise à mal et on a besoin de l'institution comme fonction alpha aussi, hein, comme contenance, pour venir porter et supporter les professionnels qui sont mis en difficulté. Vous dites qu'un soignant ou qu'un travailleur social qui ne s'autorise pas à partager sa clinique avec d'autres professionnels est un professionnel en danger. Mmh. De quel danger s'agit-il exactement? Eh bien, paradoxalement, le principal danger, c'est l'excès d'empathie. C'est-à-dire que la base du soin ou du travail social, c'est de comprendre ce que vivent les gens. Hein, c'est ça l'empathie, hein, comprendre ce que vit un patient ou un usager. Et le danger, c'est quand il y a trop d'empathie. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais alors, je vais l'expliquer par une autre métaphore, celle des baïnes. Les baïnes, ce sont ces courants marins du sud-ouest de l'Atlantique, hein, de l'océan Atlantique. Et en fait, ce sont des courants qui se sont formés suite à la marée montante et descendante. Ça fait des espèces de bassines, des piscines, et puis après, l'eau part et nous embarque au large. Et le danger, il est là, c'est qu'à un moment donné, qu'il y ait un professionnel qui se fasse embarquer par une baïne. Parce que l'empathie, c'est se mouiller. C'est-à-dire qu'il faut y aller, hein. Donc il faut aller se baigner, quoi, en quelque sorte. Mais il y a des dangers dans la relation d'aide et dans la relation de soins. Et l'APP, elle est là pour ça, elle est là pour être un peu cette fonction de maître nageur, pour dire attention au danger dans cette situation clinique, aux extrêmes, hein, de l'extrême, hein, des limites, oncologie, soins palliatifs, protection de l'enfance, à l'aide sociale à l'enfance ou en PMI, gériatrie, handicap, etc. Il y a un danger, donc prudence. Ou bien, quand le professionnel s'est fait embarquer et qu'il est déjà loin du bord, allez le chercher, allez le repêcher. Donc le danger, il est là, hein, c'est que, alors même que la base du soin ou de la relation d'aide, c'est l'empathie, le danger, c'est qu'il y ait trop d'empathie, c'est-à-dire que le comprendre de l'empathie se transforme en sympathie, c'est-à-dire en souffrir avec. Et là, les ennuis commencent. L'APP peut donc permettre aux soignants ou aux travailleurs sociaux d'éviter de se faire embarquer dans des situations complexes. Oui, mais, et là, c'est important de vous parler de se faire embarquer, effectivement. Encore une fois, la base, c'est pas grave de se faire embarquer, hein, puisque l'empathie, c'est ça, hein, c'est d'y aller, de se mouiller, hein, d'aller se baigner, hein. C'est pas grave de se faire embarquer. Ce qui est grave, c'est de se faire embarquer, mais de ne pas s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on est déjà loin du bord, il y a eu un courant là qui nous a amenés, on s'en est pas rendu compte, on s'en rend jamais compte, et on se dit mince, maintenant, comment je fais? Alors soit je me dis avec mes petits bras musclés, je vais nager jusqu'au bord, mais quand vous avez une baïne, vous ne pouvez pas, et là vous risquez de couler. Donc il faut attendre qu'on vienne vous chercher, ou bien prendre un autre chemin pour essayer de revenir tranquillement, mais sans paniquer. Donc le danger, c'est le trop d'empathie qui nous amène vers de la sympathie, et là c'est compliqué après, pour les travailleurs sociaux et les soignants. Très bien, bah merci beaucoup Roland. Merci Sarah.